Bien, bonsoir. Alors, on va effectivement essayer de se poser quelques questions avec beaucoup d'humilité parce que le sujet le requiert en ce qui concerne, ou pour ce qui concerne, l'éventuel avant Big Bang et l'éventuel intérieur des astres occlus. Alors, je crois qu'il est très difficile d'attribuer un père ou une mère à la science en général et pas même d'ailleurs à la physique en particulier. Nous sommes réellement au sein d'un multiparentalisme. Néanmoins, sur les pas du philosophe contemporain Michel Serres, j'aime assez l'idée que s'il fallait en choisir un, notre regard se tourne vers Épicure ou son disciple en quelque sorte, Lucrèce. Et ce que je trouve intéressant dans cette hypothèse, c'est avant tout que la physique d'Épicure a deux particularités que je crois nous devrions peut-être nous rappeler aujourd'hui. La première, c'est que transcrite par Lucrèce, elle prend la forme d'un poème, d'un gigantesque poème. Le De Natura Rerum est une œuvre colossale, 8000 vers, et pas dans n'importe quelle métrique, l'hexamètre dactylique, le rythme des phalanges, la saccade de l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven ou du thème central du quatuor La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Et je trouve que cette dimension poétique, elle est importante parce qu'elle n'intervient pas d'aucune mesure comme une décoration. Elle n'est pas esthétisante, elle n'est pas secondaire. Elle est fondamentale en ceci qu'elle assure l'hétéronomie du discours. Elle lie le discours au monde et par ailleurs, elle lie le discours à son auteur. Et le second point important, me semble-t-il, c'est que la physique de Lucrèce, ou d'Épicure, est adossée à une éthique. Non pas une déontologie, il ne s'agit pas de faire proprement son métier, ça c'est secondaire, mais véritablement à une morale de l'ici et du maintenant contre les velléités hégémoniques, totalisantes, globalisantes. Autrement dit, une réhabilitation du hic et nunc contre l'encyclopédisme, pourrait-on dire de façon très anachronique. Et ça, c'est peut-être une leçon que l'Occident contemporain et sa légendaire suffisance devraient peut-être méditer. Alors, comme vous le savez, en physique, nous avons essentiellement deux grandes théories pour faire un monde. D'une part, la mécanique quantique, nous y reviendrons, qui, en première approximation, quoique de façon pas tout à fait exacte et rigoureuse, décrit correctement l'essentiel du microcosme. Et par ailleurs, la relativité générale qui, en première approximation, quoique de façon non exclusive, décrit correctement le macrocosme. Une théorie pour ce qui est infime et une théorie pour ce qui est gigantesque. Je vous fais simplement remarquer que j'ai écrit faire un monde et non pas faire le monde. Et ce n'est pas tout à fait anodin, d'une part en un sens presque évident, mais qu'il faut quand même rappeler aux férus de science, à savoir que la science ne dit pas la totalité du réel. Pour le dire comme le philosophe Nelson Goodman, elle est un extraordinaire système symbolique. Nous sommes ici ce soir parce que nous l'aimons, mais n'oublions pas que les activités cognitives humaines demeurent pour l'essentiel incommensurables les unes avec les autres. De plus, même au sein des sciences de la nature, il n'est pas évident que la physique soit le fin mot de l'affaire. Loin s'en faut. Non seulement de fait, ça c'est tout à fait certain, la géologie, la chimie, la biologie, etc., ne se réduisent pas à la physique, mais au-delà des faits, il est même possible qu'elle ne soit pas la démarche ultime en droit. Et je vais même pousser peut-être l'hypothèse un peu plus loin en référant à des idées spéculatives, qui sont peut-être fausses, mais qui demeurent intéressantes, suivant lesquelles la biologie pourrait, dans une certaine mesure, échapper en principe à la physique, parce qu'elle s'échapperait en principe aux mathématiques. Non pas bien sûr parce qu'elle est trop compliquée, pour être descriptible aisément par une simplification physique outrageuse. De cela, personne ne doute. Non pas même parce que
en biologie, bien sûr, la causalité est inversée. Si vous voulez comprendre un poumon, vous ne pouvez l'expliquer que par sa fonction. Pourquoi un poumon existe-t-il? Parce qu'il nous permet de respirer. Pas parce qu'une force magique fait que des molécules se trouvent attirées pour configurer un poumon, d'après les lois de la physique. Non, c'est l'utilité du poumon qui permet de comprendre l'existence du poumon. Tout cela est bien connu. Mais au-delà encore, et au-delà de la description, je dirais, synchronique, c'est-à-dire à un instant donné, il semble que peut-être la description diachronique, c'est-à-dire l'évolution, qui est quand même le cœur de la biologie, puisse échapper à certains postulats des mathématiques. En particulier, je n'entre pas dans les détails, l'axiome d'extensionnalité. Ce qui aurait pour raison le fait que le concept de potentialité, qui est absolument essentiel en biologie, ne peut pas être défini a priori et dépend exclusivement, je veux dire ontologiquement, d'un environnement qui n'existe pas encore. Pour le dire simplement, nous n'en savons rien, mais j'aimerais que nous restions modestes. Il ne va pas de soi, même au sein des sciences de la nature, que la physique soit l'horizon indépassable de la pensée. Bon, néanmoins, nous l'aimons, elle aussi, la physique, et nous allons la scruter d'un peu plus près. Alors, parmi la première de ces deux théories, c'est la mécanique quantique. Bon, vous la connaissez, elle montre, entre autres choses, que beaucoup de variables deviennent discrètes, discontinues, comme si, en quelque sorte, à petite échelle, le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle montre qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision qui est stochastique, aléatoire. Elle montre que parfois les mesures sont non commutatives et que l'ordre dans lequel nous procédons à ces interactions avec le système change quelque chose. Et enfin, dans certaines interprétations, elle donne, pourrait-on dire, l'interprétation d'une dualité de comportement. Tout cela fonctionne remarquablement bien. C'est notre meilleure théorie pour décrire la matière. Néanmoins, que nous dit-elle vraiment? Je veux dire, la mécanique quantique, c'est très utile pour fabriquer des téléphones portables. Mais enfin, la science, ça ne se résume quand même pas à ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit du réel? Et ça, en réalité, on n'en sait rien. On n'en sait toujours rien, parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup, généralement, à l'interprétation dans les études de sciences. Et finalement, l'interprétation qu'on apprend à l'école, ce qu'on appelle la vision de l'école de Copenhague, est fondamentalement incohérente. Elle est étrange. Ça, étrange, c'est pas grave. La science est souvent étrange et c'est ce qui la rend intéressante. Mais elle est incohérente, parce qu'elle repose sur le concept de mesure, qui n'est pas clairement défini, et qui fait qu'une même séquence d'événements peut être décrite de deux manières parfaitement correctes, justes, usuelles dans l'interprétation de Copenhague, quoique mutuellement exclusives. C'est un peu embêtant. Alors, on relègue souvent à un second plan ces questions interprétatives, parce qu'elles ne changent, c'est vrai, essentiellement rien au calcul de prédiction qui intéresse la majorité des physiciens et physiciennes. Je voudrais quand même mentionner qu'il y a peu, Carlo Rovelli, qui est un physicien théoricien, a proposé, et ça fait débat, c'est pas du tout quelque chose qui est consensuel, loin s'en faut, mais a proposé une nouvelle interprétation de la mécanique quantique qui ne change absolument pas les résultats de la théorie. C'est la même théorie en un sens, quoique je considère en ce qui me concerne que l'interprétation fait partie de la théorie, mais en tout cas l'armature mathématique n'a pas changé. Et dans cette nouvelle interprétation, il n'y a plus d'état quantique. Alors ça peut paraître assez abstrait comme ça, en fait c'est totalement révolutionnaire. Parce qu'il n'y a plus d'état quantique, ça veut dire en fait vous ne pouvez plus prédiquer sur l'être d'un objet physique. Il n'y a plus que des états relatifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire l'électron. L'électron n'existe pas, en fait. Il y a l'électron du point de vue du photon, avec lequel il interagit, l'électron du point de vue du proton, avec lequel il interagit, et ce n'est pas le même. Ça reviendrait à dire, pour être un peu métaphorique, que la même fleur pourrait être bleue pour une abeille ou rouge pour une guêpe. Et la question de la couleur intrinsèque de la fleur perdrait totalement son sens. Mais attention, je veux dire au niveau le plus fondamental, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas connaître une chose sans interagir avec elle. Ça c'est vrai. C'est évident. On est en train de dire que cette chose n'existe pas indépendamment des interactions. Je n'ai pas le temps de développer, je vous laisse découvrir par vous-même, il y a déjà de très bons articles et ouvrages de vulgarisation sur la question, mais je trouve que ce sont précisément les interrogations qu'il faudrait aujourd'hui se réapproprier
beaucoup plus que la construction de nouvelles machines, de nouveaux télescopes, de nouveaux satellites et surtout de nouvelles fermes de superordinateurs. L'autre grande théorie, c'est donc la relativité. Alors, relativité restreinte d'abord. Bon, dans le cadre de ce festival, je crois que tout le monde la connaît à peu près. Je vais donc très rapidement sur les faits. Existence d'une vitesse limite, qui d'ailleurs n'est que quelque part secondairement liée à la lumière, qu'il faut presque plutôt voir comme une constante de structure de l'espace-temps qui résulte de l'invariance des lois plus que comme une propriété de la lumière. Possibilité en quelque sorte de voyager dans le futur, enfin c'est un peu plus qu'en quelque sorte, ce que ça veut dire de façon tout à fait claire, c'est que si vos parents sont encore en vie, et que vous les mettez dans un vaisseau spatial suffisamment rapide, pendant qu'il s'écoulera 1 heure pour vos parents, il pourra s'écouler 50 ans pour vous, et lorsque vous vous retrouvez, vous êtes donc plus vieux que vos parents. Bon, ce qui est un peu paradoxal du point de vue de notre acception usuelle du temps, mais ce qui en réalité ne pose absolument aucun problème conceptuel et qui est aujourd'hui tout à fait avéré. Finalement, vous déplacer dans l'espace, ça revient à troquer un peu d'espace pour du temps, parce que la relativité restreinte nous enseigne qu'il faut penser dans le cadre de cette structure quadridimensionnelle qu'est l'espace-temps. Accessoirement, elle montre aussi que l'énergie est égale, enfin qu'une certaine énergie en tout cas, est égale à la masse. Alors c'est la formule la plus connue de toute la physique, mais ce E égale mc2, finalement, il n'y a que les physiciens qui la comprennent. Et pourtant, son sens est effectivement assez révolutionnaire, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il existe un pont, puisque l'égalité, c'est même un pont extrêmement fort, entre d'une part une quantité secondaire, qui est l'énergie, une propriété, un extrinsèque, un acquis, et d'autre part une propriété primaire, un être, un intrinsèque, un inné. Et cette équivalence, elle signifie finalement qu'on peut transformer de l'énergie en masse, et donc qu'on peut transformer une propriété en existence. Et de façon très métaphorique, c'est un peu comme si je disais que je transforme la couleur de mon téléphone en existence matérielle d'un nouveau téléphone sans détruire le premier. Ce qui est très étrange. Alors ça, on ne sait pas faire, ce que je viens de dire, c'est une image, mais ce qu'on sait faire, c'est transformer du mouvement en existence. Vous transformez le déplacement de particules en existence matérielle, réelle, palpable, de nouvelles particules. Ce qui est tout aussi étrange en réalité. Et c'est ce qu'on fait dans un accélérateur de particules. Au niveau plus théorique, ce qui est intéressant avant tout finalement pour la relativité restreinte, c'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a fondé une théorie sur une symétrie. Et ça, c'est quelque chose, c'est une idée qu'on appelle le concept de jauge, qui s'est avéré extrêmement fécond, en particulier dans le domaine de la physique des particules élémentaires. Et puis, bien sûr, vient ensuite la relativité générale, qui montre fondamentalement que la géométrie du monde, cette grandeur à gauche sur cette équation un peu formelle, est proportionnelle, et peu importe bien sûr les valeurs numériques ici, au contenu du monde. Ce qui signifie finalement que l'espace-temps est capable de se distordre et de se distendre eu égard à la présence des corps. Bon, que l'espace ne soit plus plat, mais qu'il devienne courbe, en soi, ce n'est pas une révolution si extraordinaire que ça. Si vous êtes mathématicien, vous passez d'un espace euclidien ou pseudo-euclidien à un espace riemanien, ce n'est pas absolument faramineux. Mais du point de vue physique, ce qui est fondamental avant tout, c'est que cet espace devient dynamique. C'est-à-dire que l'espace-temps redevient un objet comme les autres. Il est susceptible d'évoluer. Vous lancez une télécommande, hop, elle se déplace, vous vous déplacez, vous mettez en mouvement l'espace-temps. L'espace-temps redevient une substance physique qu'il est possible d'étudier, avec laquelle il est possible d'interagir, qui dicte nos trajectoires et qui, en retour, est façonnée en quelque sorte par notre présence. Alors ça a des conséquences concrètes, typiquement là, quand je vous parle, mes pieds vieillissent un peu moins vite que ma tête, même si je ne bouge pas, simplement parce que le champ gravitationnel n'a pas exactement la même valeur en haut et en bas. Mais j'y reviens, j'y insiste, le cœur finalement, me semble-t-il, conceptuel de la relativité, c'est qu'il n'y a plus de structure figée. Vous voyez, même l'espace-temps devient une entité dynamique, ce qui revient à dire que le cadre fait partie de l'œuvre. Et avant Einstein, le monde, c'était le contenu et le contenant. Les objets, la matière, la lumière, vous, moi,
et l'espace-temps, ce dans quoi nous nous trouvons. Finalement, cette dichotomie s'effondre. L'espace-temps devient un objet en interaction et en évolution comme les autres. C'est en ce sens que vous avez entendu dire souvent que l'expansion de l'univers peut être vue, doit être vue dans une certaine mesure, non pas comme un mouvement des galaxies dans l'espace, mais comme une dilatation de l'espace lui-même. C'est pourquoi vous pourriez presque dire, de façon un peu provocatrice, que les galaxies s'éloignent sans bouger. Si vous avez un échiquier, vous pouvez éloigner les pièces en les prenant. Prenez le cavalier, vous l'éloignez, ça marche. Ou alors vous pouvez tirer sur l'échiquier. S'il est en caoutchouc, les pièces vont aussi s'éloigner, bien que vous ne les déplaciez pas sur la trame. Bon, quelques mots quand même d'une théorie qui est finalement moins populaire que la relativité générale ou la mécanique quantique, mais qui est peut-être plus importante encore pour comprendre ce qui importe vraiment aux vivants, en réalité. C'est la physique statistique. Pourquoi se souvient-on d'hier et pas de demain? Évidemment, vous pourriez me répondre, bien, on se souvient d'hier parce que ça a eu lieu. On ne se souvient pas de demain parce que ça n'a pas encore eu lieu. Certes, mais cette réponse préjuge de ce qu'on a déjà dissymétrisé hier de demain. Or, les lois de la physique sont symétriques par renversement du temps. Elles ne distinguent pas hier de demain. Nous distinguons hier de demain. Si vous regardez cette série de photographies d'une balle qui a été lancée, en fait, vous voyez très bien que si vous prenez la balle à cet endroit-là, vous connaissez sa vitesse et sa position, vous pouvez prédire son futur exactement comme son passé, avec la même précision. Vous ne connaissez pas mieux le passé que le futur. Vous les connaissez identiquement. C'est même pire que ça. Vous ne pouvez pas savoir quel est le passé et quel est le futur sur ce dessin. Vous ne pouvez pas savoir, en regardant ce chronogramme, si la balle a été lancée de gauche à droite ou de droite à gauche. Parce que les deux trajectoires sont exactement les mêmes. En revanche, bien sûr, quand vous versez du lait dans du café, vous voyez la goutte diffusée. Et là, vous pouvez distinguer le film passé à l'endroit, à temps croissant, le lait qui diffuse, du film passé à l'envers, la goutte qui se reforme, ce qui n'arrive jamais dans le monde réel. Et ça, c'est la physique statistique qui nous permet de le comprendre, parce que c'est la seule théorie physique qui distingue le passé du futur. Elle nous apprend que l'entropie, qui est en quelque sorte une mesure du désordre, ne peut que croître. Et finalement, cette diffusion du lait dans le café peut s'interpréter comme une augmentation de l'entropie. Même ça, c'est un peu compliqué en réalité, parce que, petite parenthèse technique pour les passionnés, le théorème état de Boltzmann, qui est au cœur de cette assertion, prédit que l'entropie croît vers le passé et vers le futur. Donc même la distinction passé-futur en thermodynamique est subtile. Toujours est-il qu'on peut la faire et que finalement, quand on y réfléchit, tout ce qui importe pour nous repose sur le fait que le temps est orienté et donc que l'entropie augmente. Nous sommes notre mémoire. Qu'est-ce qui vous distingue de votre voisin? Pas tellement la longueur des cheveux, même si c'est tout à fait essentiel, j'en conviens. Mais c'est quand même pas que ça. Ce qui nous distingue, c'est notre histoire. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas votre voisin? La réponse est, vous n'avez pas eu la même histoire. Qu'est-ce qui nous distingue des autres espèces? Notre ADN, donc notre histoire. Nous sommes notre histoire. Et cette histoire ne peut exister que parce que le temps est orienté et donc que parce que l'entropie augmente. Et c'est la physique statistique qui permet de le comprendre. Alors l'ennui, c'est que dans ce paradigme tout à fait étincelant, il y a quand même quelques problèmes. Alors je les classe de manière tout à fait arbitraire, ça n'engage que moi, mais par ordre croissant d'importance. Le premier problème, c'est l'énergie noire. Vous en avez largement entendu parler durant ce festival. Pour le dire en une phrase, l'univers accélère. L'expansion de l'univers accélère. C'est un peu contre-intuitif parce que la gravitation classique étant attractive, on s'attendrait à une expansion décélérée et non pas à une expansion accélérée. Ce n'est pas si terrible que ça, parce que finalement, la relativité générale ne tolère pas une constante cosmologique. Elle prédit une constante cosmologique. C'est le théorème de Lovelock. Il y a une constante cosmologique en relativité générale. Et la constante cosmologique, comme vous l'avez appris tout à l'heure, dans un excellent exposé, va permettre d'induire cette accélération.
Bon, ce qui est plus problématique, c'est sa valeur quand on tient compte de la mécanique quantique. Mais enfin, je dirais que c'est un problème qui peut encore s'expliquer dans le cadre du modèle standard. Ensuite, on a la matière noire, le fait que l'essentiel de la masse de l'univers n'est pas expliqué par les étoiles ou les autres objets connus qui composent le cosmos. Alors ça ne peut vraisemblablement pas s'expliquer par les modèles standards. Donc il y a vraisemblablement ici une nouvelle physique qui devrait poindre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette matière noire, non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais on sait ce que ça n'est pas. Et il se trouve que ça ne peut pas être les particules qui composent cette table, nos corps, notre planète, notre étoile, et finalement tout ce qu'on connaît. On sait qu'il devrait s'agir, alors il y a toujours des guillemets sur « on sait », parce qu'il y a toujours des hypothèses, mais disons que, modulo des hypothèses raisonnables, il devrait s'agir d'une nouvelle forme de matière. Vous voyez que c'est à la fois un défi de cosmologie, mais aussi un paradoxe de physique des particules. Troisième problème, vous savez qu'il existe de l'antimatière. Et vous savez que fondamentalement, l'antimatière, c'est comme de la matière, c'est de la matière, avec cette propriété que lorsqu'elle rencontre sa consoeur ennemie, elle s'annihile. Elle s'annihile, le terme est un peu mal choisi, disons que l'énergie est convertie en autre chose. Bien. Or, les lois de la physique sont essentiellement symétriques entre matière et antimatière. Autrement dit, un atome d'hydrogène et un anti-atome d'antihydrogène sont également stables et ont les mêmes propriétés, on l'a même vérifié expérimentalement. Et donc, on se serait attendu que juste après le Big Bang ou ce qui en tient lieu, une quantité égale de matière et d'antimatière ait été produite. Ces dernières auraient dû s'annihiler entre elles et nous devrions donc habiter un univers de lumière. Et donc, en ce sens, notre seule présence, parce qu'aussi brillants soyons-nous, nous ne sommes pas de la lumière, notre seule existence contredit déjà le modèle standard de la physique. Nous ne devrions pas être là. Le simple fait que nous existions est en soi aporétique. Après, alors je fais exprès de le mettre assez haut dans ma hiérarchie propre, parce qu'il est généralement totalement oublié de la plupart des cosmologistes professionnels. Je mentionne le problème de l'entropie initiale. Je vous ai expliqué il y a 2 minutes que tout ce qui fait que notre vie a un sens, et même existe en réalité, repose sur la croissance de l'entropie. D'ailleurs, dans les nombreux exposés auxquels j'ai assisté, c'est-à-dire une petite partie, hélas, durant ce festival et lié à la biologie, on a beaucoup parlé des flux d'énergie. On n'a peut-être pas assez parlé des flux d'entropie. N'oubliez pas que nous n'existons que parce que l'entropie de l'univers est en train de croître et que le Soleil est une extraordinaire source d'énergie libre, c'est-à-dire d'entropie négative. Le Soleil projette sur Terre des photons de basse entropie, la Terre rayonne la nuit des photons de haute entropie, et c'est pour ça que nous sommes là, fondamentalement pour ça. Et donc, l'ennui, c'est que dans ce scénario, pour que ça marche, il faut que l'entropie initiale soit petite. Parce que si l'entropie initiale était grande, elle ne pourrait plus croître. Elle aurait déjà atteint sa valeur maximale. Mais si elle avait atteint sa valeur maximale, alors, en un sens, il n'y aurait même plus de temps. Il n'y aurait plus d'évolution, il n'y aurait plus de temps, en tout cas orienté. Il n'y aurait plus de temps signifiant pour la biologie. Donc tout ça repose sur le fait que l'entropie, au départ, était petite. Alors vous pourriez me dire, pourquoi pas? Il fallait bien qu'elle ait une valeur, elle a une valeur petite, c'est pas très grave. Mais si, c'est très grave. Parce que, pour quelle raison dit-on, apprend-on, démontre-t-on que l'entropie augmente? C'est pour une simple raison de probabilité. Une entropie élevée est plus probable qu'une entropie faible. Donc si vous prenez un système qui a une entropie faible, il va spontanément se diriger vers une entropie élevée. C'est le gaz qui diffuse dans la pièce. C'est une question de probabilité. Mais vous voyez bien qu'exactement le même argument devrait vous dire que l'entropie initiale était déjà grande. Vous prenez un état initial au hasard, vous devriez directement trouver l'état le plus probable. Donc en fait, il y a quelque chose d'autocontradictoire à se dire l'entropie initiale était petite et elle croît et je le comprends. Non, je ne peux pas comprendre les deux en même temps. C'est fondamentalement incompatible. Et nous n'avons pas aujourd'hui d'explication consensuelle pour comprendre la raison pour laquelle l'entropie initiale de l'univers était petite. Ce qui est une donnée absolument essentielle à l'existence de toute forme de complexité. Et enfin, le Big Bang est finalement en lui-même problématique. Alors évidemment, tout dépend du sens que l'on donne au mot Big Bang. Si l'on entend Big Bang au sens faible,
c'est-à-dire le fait que l'univers est en expansion, aucun problème. C'est ce que prédit la théorie d'Einstein, c'est ce qu'on observe. Il n'y a pas de paradoxe. Là, j'entends Big Bang au sens fort, au sens radical, c'est-à-dire au sens véritablement de l'instant initial. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, dont on ne sait même pas si ça a existé, et qui nécessite des recherches, dont je vais vous parler maintenant. Alors, 1 minute de philosophie des sciences ultra élémentaire. La science ne dit pas la vérité. Alors ça, normalement, c'est une évidence, une trivialité, je le redis quand même. L'argument usuel consiste à dire, eh bien, si je voulais prouver qu'une théorie était vraie, il faudrait que je réalise l'infinité des expériences qui permettent de la mettre à l'épreuve, ce que je ne peux pas faire, et puis il faudrait que je réalise chaque expérience avec une précision infinie, ce que je ne peux pas faire. Donc je ne peux pas prouver qu'une théorie est correcte. C'est l'épistémologie popérienne standard. Mais en fait, il y a un argument encore meilleur pour expliquer pourquoi on ne peut pas prouver qu'une théorie est vraie. C'est tout simplement parce qu'elle n'est jamais vraie. Ben oui, toutes les théories sont fausses. Ce sont des descriptions, ce sont les meilleures descriptions du monde que nous avons à un instant donné de l'histoire des idées. C'est déjà formidable. Nous ne sommes, ni vous ni moi, Dieu. C'est pas grave. On n'est pas rien pour autant. Nous n'avons pas de théorie juste. Nous avons des propositions qui, évidemment, ont remplacé des propositions précédentes et qui, évidemment, seront remplacées par des propositions futures. Tout cela, vous le savez. Ce qui est peut-être un tout petit peu plus provocateur, c'est le point second. À mon sens, non seulement la science ne dit pas la vérité, mais elle ne s'en rapproche même pas. Là, généralement, ça commence à irriter les scientifiques. Alors, vous fâchez pas, hein, sortez pas les tomates tout de suite. En fait, ce que je veux dire est très simple. Depuis Thomas Kuhn et bien d'autres épistémologues, on sait que la science fonctionne essentiellement par rupture. C'est-à-dire qu'il y a des grands paradigmes, des systèmes du monde qui marchent bien, puis il y a des petits problèmes, et puis on change de paradigme. En fait, quand on change de paradigme, chaque nouveau paradigme est incommensurable essentiellement avec le précédent. Ce qui veut dire que, bien sûr, dans sa capacité prédictive, anticipative et tout ce que vous voulez, il est meilleur. Ça, c'est obligatoire, sinon on n'en changerait pas. Mais dans sa proposition ontologique, c'est-à-dire quant à la nature profonde de ce qu'il dit du réel, chaque paradigme n'est pas une correction petite du précédent, qui permettrait de dire, par exemple, j'avais une équation correcte, et puis je rajoute un petit terme comme ça, un petit epsilon, qui va modifier de 2% l'équation initiale. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous passez de Newton à Einstein, vous ne dites pas la force gravitationnelle est un peu différente. Vous dites il n'y a plus de force gravitationnelle, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a autre chose. Il y a un espace-temps, courbe et dynamique. Vous réécrivez complètement la grammaire du réel. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait s'approcher de la vérité, à supposer qu'elle existe, ce qui est déjà un présupposé extrêmement lourd, puisque finalement, chaque nouvelle théorie est en quelque sorte à une distance infinie de la théorie précédente et de la théorie suivante. Et puis, troisièmement, encore pire, non seulement je pense que la science ne se rapproche pas de la vérité, mais elle ne se rapproche même pas de l'unité. Alors, la vision usuelle est la suivante. Vous voulez faire de la gravitation quantique. Vous avez 10 théories successives. Et puis, le temps passant, vous allez éliminer les mauvaises théories. Vous allez faire des expériences. Ah, celle-ci ne marche pas. Ah, celle-ci avait une incohérence mathématique interne, etc. Et puis, à la fin, c'est comme les Highlanders, il n'en reste qu'un. Mais ça, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que vous élaguez des théories, ce qui arrive, hein, en effet, vous allez en inventer de nouvelles. Parce que les chercheurs et chercheuses, hélas, ont des idées. Et donc, en réalité, au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de propositions concurrentes sur le monde ne diminue pas. Alors là, il y a deux attitudes possibles. Soit vous vous dites, qu'à cela ne tienne, moi je suis un radical, je ne m'intéresse qu'à la théorie juste. Ça, c'est très nihiliste comme point de vue. Pourquoi c'est nihiliste ? Parce que la théorie juste, vous ne l'avez pas et vraisemblablement, vous ne l'aurez jamais. La théorie juste, en tout cas, pour l'avenir, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, je suis sûr qu'aucune de théorie n'est la théorie ultime du monde. Ça, c'est sûr. Donc, si vous ne vous intéressez qu'à la bonne théorie, ne vous intéressez plus à la physique, parce que la physique ne la connaît pas. L'autre alternative, ou l'autre branche de l'alternative, consiste simplement à se dire, finalement, c'est quoi la vérité en science ? Avec un V minuscule. La vérité en science, c'est un ensemble de propositions qui sont simultanément justes à un instant donné, quoique mutuellement exclusives. Et j'insiste, vous pourriez vous dire, oui mais ça c'est transitoire, il y a des propositions, en ce moment on ne sait juste pas laquelle est la bonne. Mais non, c'est pas ça que je dis.
il n'y en a aucune de bonne. Elles vont toutes être éliminées, certaines dans 2 ans, d'autres dans 300 ans, peu importe. À la fin, elles seront toutes éliminées. Donc vous ne pouvez pas vous dire, simplement, je ne sais pas encore laquelle est la bonne, mais ça va venir. Non, de toute façon, aucune n'est bonne. Donc je crois qu'il faut aussi apprendre à penser avec une certaine diversité. Néanmoins, tout cela ne veut évidemment pas dire que tout se vaut. Tout cela ne veut évidemment pas dire que toutes les théories ont le même niveau de crédibilité, d'intérêt, etc. Je pense que nous serons à peu près d'accord qu'entre quelqu'un qui pense que la Terre est plate et quelqu'un qui pense que la Terre est ronde, le niveau de crédit que l'on peut accorder aux uns et aux autres n'est pas exactement le même. Et donc ce qui me semble important, ce n'est pas de demander si une théorie est prouvée, si elle est certaine, si elle est vraie, la réponse sera toujours non. Mais ce qui est important, c'est d'être honnête sur le niveau de crédibilité que l'on peut, quitte à se tromper, espérer accorder à une proposition physique. Cette longue digression, pour vous dire que les quelques rappels que nous avons faits de mécanique quantique et de relativité sont à un niveau de crédibilité très élevé. Ce sont des théories éprouvées, qui fonctionnent, qui ont été mises à l'épreuve et qui sont, modulo les quelques errances interprétatives que j'ai données, plutôt bien comprises. Ce que je vais vous dire à partir de maintenant relève de la science spéculative. Donc on se comprend bien, ça ne veut pas dire qu'on était dans le vrai et qu'on passe dans le faux. Ça veut dire qu'on était déjà dans le faux, mais dans un faux qui était quand même très élevé en crédibilité, et qu'on passe maintenant vers un autre faux qui est beaucoup moins élevé en crédibilité. Donc je vais vous parler un peu de recherche en train de se faire. Alors si l'on veut comprendre le Big Bang, si tant est qu'il existe, il va falloir utiliser tout ce qu'on a. Et donc essentiellement la relativité et la mécanique quantique. Comme vous le savez, il est difficile de concilier ces deux théories. Alors, il y a des raisons techniques à ça, liées à des concepts compliqués de renormalisation, etc. Je trouve que peut-être la façon la plus simple de le comprendre, c'est de regarder un instant le statut du temps. Le temps, en mécanique quantique, c'est très différent de l'espace. C'est vraiment un paramètre extérieur. Quand vous quantifiez un système physique, vous remplacez une variable d'espace par un opérateur, mais vous ne touchez pas aux variables de temps. Donc vous avez une acception extraordinairement dissymétrique du temps et de l'espace en mécanique quantique. Alors que finalement, ce que la relativité nous apprend, c'est essentiellement que le temps et l'espace, c'est pareil. Que vous faites un changement de coordonnées et ce que vous appeliez temps, vous l'appelez espace. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème. Si on les traite de façon différente, ils ne peuvent pas être les mêmes. Bon. C'est un des petits indices pour sentir un gigantesque chapelet de difficultés qui intervient immédiatement dès qu'on tente de quantifier la relativité générale, ou à tout le moins de concilier ces deux approches, simultanément. Alors, l'une des pistes pour y parvenir, c'est ce qu'on nomme la gravitation quantique à boucle, inventée il y a près d'une quarantaine d'années maintenant, par Lise Moline, Carlo Rovelli et Ebai Ashtekar, quelques autres. Alors, cette gravitation quantique à boucle n'est pas une théorie du tout. Bon, c'est une théorie assez modeste qui essaye seulement de faire émerger une relativité générale quantique. Mais c'est déjà très dur. Alors, je vous passe les détails techniques, mais l'idée fondamentale consiste à réécrire la même relativité générale que celle d'Einstein, mais avec des variables différentes. Donc jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. C'est la même théorie. Mais on parvient à la formuler d'une manière telle que les idées de la physique des particules peuvent s'appliquer. Et en particulier, ce que j'avais nommé tout à l'heure, les idées de jauge, c'est-à-dire de symétrie. Ce faisant, on dispose d'une tentative, d'un candidat à la gravitation einsteinienne quantique. Et finalement, la grande leçon de cette théorie, c'est que vraisemblablement, de la même manière que la matière est composée de petits atomes, quand on regarde de près, il semblerait que l'espace-temps lui-même serait composé de petits atomes. Alors évidemment, c'est à prendre en un sens un peu métaphorique, parce que ces atomes, d'abord, ne sont pas matériels, mais ils ne sont même pas spatials. Là, je parle d'une structure pré-géométrique. Vous ne pouvez pas vous demander où sont les atomes d'espace. Ils ne peuvent pas être quelque part, puisqu'ils sont l'espace. Bon. Et ensuite, il faut penser que ces atomes, entre guillemets, évoluent de façon probabiliste. Donc l'intuition est très en difficulté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de cette posture qui est finalement très abstraite et très absconse, on peut faire des calculs sur des systèmes physiques plus familiers, et en particulier sur l'univers.
Alors, ce graphique-là, oubliez le champ scalaire et le volume, dites-vous que ce que vous avez ici en abscisse, c'est essentiellement la taille de l'univers, et ce que vous avez ici en ordonnée, c'est le temps. Voilà. Vous avez la taille de l'univers et le temps. Ce qui est dessiné en vert ici, c'est la solution de la théorie de la relativité générale. C'est ce que nous dit Einstein. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est là, et quand on va dans le passé, eh bien, la solution d'Einstein, ici, vient s'écraser en ce point-là. S'écraser en ce point-là, c'est ce qu'on appelle la singularité. Vous voyez que la taille de l'univers devient nulle, et donc par exemple, si vous calculez une densité, quand vous allez diviser par une taille au cube, vous allez trouver l'infini. C'est une singularité, c'est une sorte d'effondrement mathématique. Bon. Et ce qui apparaît avec les croix noires, c'est ce que donne la gravitation quantique à boucle. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, on est là, et les croix noires sont superposées aux traits verts. Ça tombe bien, parce que la théorie d'Einstein fonctionne très bien. Donc on est content que la théorie de gravité quantique soit en accord avec Einstein. Mais quand on va dans le passé, au lieu de suivre la théorie d'Einstein vers la singularité, vous voyez que la théorie quantique a tendance à s'incurver, à donner une sorte de rebond et à retourner vers des grandes valeurs de l'univers. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle se comporte comme une autre solution classique d'Einstein, mais qui est la solution contraction. Donc pour ceux qui connaissent un peu la mécanique quantique, vous pouvez penser à cela comme un effet tunnel en réalité. Mais intuitivement, ce que ça signifie, c'est que le modèle laisse supposer que nous aurions eu une phase de contraction de l'univers qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion. Et donc c'est finalement un rebond qui aurait eu lieu en lieu et place de ce que nous appelons généralement le Big Bang. Alors bien sûr, l'univers ne rebondit pas sur quelque chose, on pourrait dire qu'il se rebondit dessus. Voilà. Il se contracte, il devient très dense, il rebondit et il recommence à s'agrandir. Alors, reprenons maintenant la question du titre. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Première réponse, la réponse orthodoxe, celle de la relativité générale, celle que Bruno nous a rappelée quand il m'a passé la parole. Dans le cadre de la relativité générale, la réponse est assez claire. Vous la connaissez. Quelle est la réponse à la question « Qu'y avait-il avant le Big Bang ?» La réponse est « C'est une mauvaise question ». Ce que dit la relativité générale, c'est qu'avant le Big Bang n'existe pas. Je vous demande de faire attention. Avant le Big Bang n'existe pas est une assertion qui est différente de l'assertion « Il n'y avait rien avant le Big Bang ». Pas la même phrase. Et c'est aussi une assertion différente de « on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang ». C'est encore autre chose. L'assertion est « il n'y a pas eu d'avant le Big Bang ». Alors, ça paraît étrange. Mais la bonne analogie pour le comprendre, bien sûr, c'est de se mettre sur une sphère et d'aller vers le pôle Nord. Et vous continuez votre expédition vers le pôle Nord, et puis vous arrivez au pôle Nord. Et là, vos amis de la Société géologique royale de Londres vous demandent « Et qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» Ah. Eh bien, ce n'est pas qu'il n'y a rien. Ce n'est pas que vous n'avez pas découvert ce qu'il y a. C'est que le nord du pôle Nord n'existe pas. Il n'y a aucun point au nord du pôle Nord sur la sphère terrestre. Et c'est un peu ça que nous dit la relativité générale. Il n'y a aucun point avant le Big Bang. Donc, mauvaise question. Alors, cette réponse, elle a une certaine cohérence. Mais le problème qu'elle soulève immédiatement, c'est qu'en fait, elle n'est pas crédible. Et pourquoi elle n'est pas crédible? Parce que la proximité de cet éventuel Big Bang, c'est précisément le lieu, ou le temps, peu importe, dans l'espace-temps, c'est le moment au sens large, si vous voulez, où la relativité générale ne marche plus. On est à peu près sûr qu'elle ne marche plus. Elle nous indique d'elle-même qu'elle ne marche plus. Quand une théorie physique vous donne des résultats infinis, c'est une manière, en quelque sorte, d'avouer sa propre faiblesse et de nous dire « cherchez quelqu'un d'autre. Moi, en fait, il ne faut plus me croire. » Et donc, cette réponse usuelle est en fait une réponse qui n'est pas extrêmement convaincante puisqu'elle dépend d'une théorie dont on sait qu'elle ne peut pas, à ce moment-là, être utilisée. Alors la deuxième réponse, c'est celle que je vous ai donnée il y a 5 minutes, celle de la gravitation quantique à boucle et qui est illustrée ici, un univers en contraction, un grand rebond, une phase d'expansion. Vous notez d'ailleurs qu'il y a une dissymétrie ici entre le passé et le futur qui est assez intéressante. Alors cette seconde réponse, elle a le mérite d'être beaucoup plus mathématiquement convaincante, mais elle a le démérite
de reposer sur une théorie, la gravité quantique à boucle, qui n'est pas du tout testée, qui ne jouit d'aucun support expérimental, et qui donc a de très grandes chances d'être fausse, d'être plus fausse que le sens fin que j'évoquais tout à l'heure, à savoir être susceptible d'être un jour révoqué. En ce sens-là, toutes les théories sont fausses. Mais elle a de bonnes chances d'être beaucoup plus radicalement fausse que cela. Donc vous voyez qu'on est dans une situation un peu désagréable, où on a une réponse très claire, mais d'une théorie qui ne peut pas marcher, et on a une réponse qui est plus étrange, provenant d'une théorie qui pourrait marcher, mais qui n'a pas été testée. Alors, est-ce que c'est quand même un peu fiable, cette histoire ? Quelle valeur on donne à cette prédiction sur notre échelle de hiérarchie a priori ? Alors, dans le cadre de la gravitation quantique à boucle, c'est assez fiable. On l'a fait avec des calculs papier-crayon, on l'a fait dans des simulations numériques, on l'a fait avec une constante cosmologique nulle, positive, négative, on l'a fait avec un univers courbe ou pas courbe, positive ou négative, cette courbure. On l'a fait pour des états quantiques très différents et même pour des théories qui sont liées à la gravité quantique à boucle, mais qui ne sont pas exactement celles-ci, comme les théories de champ de groupe, etc. Donc, dans ce cadre des boucles, le rebond semble générique et fiable. Mais ça, évidemment, ça ne vous dit rien quant au fait que le cadre lui-même est ou n'est pas correct. Ça veut juste dire que c'est une prédiction à peu près inévitable de cette théorie, mais ce n'est pas un argument quant à la légitimité de cette théorie. Alors, je fais une petite parenthèse en vous rappelant que les rebonds en cosmologie ne sont pas l'apanage de la seule gravité quantique à boucle. Il y a beaucoup d'autres théories qui prédisent des rebonds. Il y a des grands spécialistes en France et ailleurs, d'ailleurs, de ces questions. Il y a plein de modèles différents qui font des rebonds. Et je voudrais juste en mentionner un, parce que, à mon grand étonnement, celui que je vais mentionner maintenant n'est pas le plus étudié. Et moi, si je devais parier ma vie, ça serait sur celui-là. C'est simplement le rebond classique. On oublie parfois que la relativité générale, théorie d'Einstein, bien éprouvée, bien connue, bien comprise, si vous lui donnez un univers qui est courbé positivement, ce qui est compatible, ce qui n'est pas certain, ce qui est compatible avec les mesures actuelles, et ce qui est même légèrement suggéré par certaines mesures disponibles, et qu'en plus vous lui donnez une constante cosmologique positive, c'est-à-dire une phase d'expansion accélérée, la relativité générale vous prédit automatiquement un rebond. Oui, mais regardez, de toute façon, on a une phase d'expansion accélérée ici, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc vous prenez de l'inflation, une courbure positive, et vous remontez le temps, vous avez un rebond. Vous n'avez absolument pas besoin d'effets quantiques, vous n'avez pas besoin de nouvelles physiques, vous n'avez pas besoin de degrés de liberté supplémentaires. C'est marrant, non ? C'est textbook, hein, c'est un calcul de 2 lignes qui est trivial pour des gens qui ont fait un peu de gravitation einsteinienne. Alors je crois que la raison pour laquelle la plupart de mes collègues et ceux qui sont ici pourront me corriger après si je me trompe, c'est que en fait, cette solution elle a un gros défaut quand même, c'est qu'elle est instable. C'est-à-dire que en fait, la trajectoire qui permet de faire ça est une trajectoire qui est extrêmement difficile à suivre, et si vous en écartez un tout petit peu, ça ne marche plus. Mais ça, je pense que c'est un assez mauvais argument. Encore 30 secondes d'épistémologie. Je crois qu'il faut distinguer la question « que s'est-il passé ?» de la question « pourquoi cela s'est-il passé ?» Exemple. Très vraisemblablement, il y a 65 milliards d'années, une météorite a exterminé les dinosaures et a permis le développement des mammifères dont nous faisons partie. Alors, pourquoi ? C'est contingent, ça s'est produit, ça aurait pu ne pas se produire. Il n'y a pas de raison fondamentale pour laquelle cette collision a eu lieu. Et en fait, si vous vous demandez quelle est la probabilité a priori que cette collision ait lieu, elle est évidemment quasiment nulle. Il n'empêche que ça a eu lieu. Donc je crois qu'il faut distinguer la démarche d'historien, qui consiste à se dire que fut notre passé, de la démarche davantage explicative, qui tente de donner un cadre rationnel pour reconstruire un passé qui était en quelque sorte inévitable. C'est 2 questions différentes. Bon, je reviens à la gravité quantique à boucle. Évidemment, la question intéressante, c'est est-ce testable ? C'est chouette de faire des calculs, mais enfin quand même, est-ce qu'on peut les mettre à l'épreuve de l'expérience ? Alors, la réponse simple est difficilement. Difficilement, mais néanmoins, tout espoir n'est pas perdu. D'abord, vous savez que peu après le Big Bang ou ce qui en tient lieu, nous avons de bonnes raisons de croire qu'eut lieu ce qu'on nomme une phase d'inflation, augmentation considérable des distances dans l'univers.
Cette inflation n'est pas certaine, mais elle est quand même très difficile à éviter. Elle fait partie du modèle standard de la cosmologie. Or, la durée de cette inflation, que l'on quantifie par une grandeur n en physique, n'est pas du tout connue. En relativité générale, elle peut valoir n'importe quoi entre n égale 0 et n égale 10 puissance 13. Même 1000 milliards, ça fait 10 000 milliards, ça fait un grand intervalle entre 0 et 10 000 milliards. Et ça peut valoir n'importe quoi là-dedans. On n'a aucune prédiction sur la valeur de n en relativité générale. En gravité quantique à boucle, le fait que nous ayons un passé permet de faire des prédictions sur la valeur de n. Et on trouve une valeur qui est autour de 140. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une valeur. Et vous voyez qu'entre 0 et 10 puissance 13, on trouve 140. Bon, c'est un chiffre. Ce chiffre est compatible avec le monde réel. Alors, il n'est pas directement observable. Ça serait trop simple. Si on pouvait le mesurer et comparer, ça serait facile. Ce n'est pas directement observable, mais c'est corrélé à certaines observables. Donc, c'est un premier jalon, comme ça, de quelque chose qui pourrait être vu. Un deuxième jalon, c'est le suivant. Quand vous émettez des ondes dans l'univers, quelles qu'elles soient d'ailleurs, elles se propagent, elles se diluent. Plus vous vous éloignez, plus vous attendez, plus les ondes ont une amplitude faible. Ça peut être des ondes électromagnétiques, comme la lumière, ou des ondes gravitationnelles, des petits tressaillements de la métrique de l'espace-temps. Mais s'il y a eu une phase de contraction, il se trouve que pendant cette phase de contraction, certaines ondes peuvent être amplifiées, parce que le rapetissement de l'espace, si vous voulez, surcompense la dilution de l'onde. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que des phénomènes qui auraient eu lieu avant le grand rebond pourraient possiblement être détectables après le grand rebond grâce à ce phénomène d'amplification. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'on va sans doute le détecter dans la prochaine décennie? Non. Mais c'est une piste à creuser. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette affaire-là, qui est assez génial. C'est qu'en fait, on peut montrer qu'au voisinage du rebond, donc quand la densité de l'univers était incroyablement élevée, il semble que la signature de la métrique de l'espace-temps change de signe, ce qui, en termes compréhensibles, signifie que le temps disparaît. Notre univers a aujourd'hui une dimension de temps et 3 dimensions d'espace. Alors le temps disparaît, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Ça veut dire qu'il se transforme en espace. Ça veut dire que l'univers devient composé de 4 dimensions d'espace. Alors ça, c'est assez joli parce que dans ce type de modèle, ça intervient de façon absolument naturelle. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on avait prévu. On calcule et on trouve que c'est ce qui se passe. Alors qu'il y a une quarantaine d'années, Hawking avait postulé ce genre de phénomène, essentiellement pour des raisons techniques. Il avait besoin que le temps devienne, alors il appelait ça le temps imaginaire, je trouve ça plus modeste d'appeler ça l'espace, parce que ça veut dire la même chose. Et donc finalement, il avait besoin de ce temps imaginaire ou de cet espace pour stabiliser des calculs, des intégrales. Et en gravité quantique, on le voit apparaître. Alors c'est chouette, mais ça pose plein de questions. Comment est-ce que vous faites pour propager une onde, ou quoi que ce soit d'autre, dans une région où il n'y a plus de temps? Qu'est-ce que ça veut dire même qu'une onde quand il n'y a plus de temps? Alors il y a des astuces mathématiques. Le problème des astuces mathématiques, c'est que quand elles ne sont pas contrôlées par l'expérience, on ne sait pas si elles sont légitimes ou illégitimes. Donc on peut faire des calculs, mais à ce stade, il est extrêmement difficile de leur assigner une crédibilité claire. Le Graal, en cosmologie, c'est ce fameux fond diffus, ici mesuré par Planck, que vous avez vu dans la moitié des exposés de ce festival. Et pour ce fond diffus, on peut également faire des calculs dans le cas de la gravitation quantique. Ce qu'on trouve, c'est que pour l'essentiel des paramètres, on retrouve exactement comme la relativité générale. Donc, quelque part, ça sauve le modèle, mais ce n'est pas très bon pour sa falsifiabilité. Et que pour un petit espace de paramètres, on a exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire une petite déviation. La probabilité qu'on puisse le voir est faible, mais c'est un autre jalon, et je crois que la seule stratégie raisonnable, c'est de multiplier les approches. Alors fort heureusement, on n'a pas que le cosmos, on a aussi les trous noirs. Donc vous en avez beaucoup entendu parler, je ne reviens pas sur les fondamentaux, au-delà de quelques mots. Vous savez qu'un trou noir, c'est une zone de l'espace dans laquelle on peut entrer, mais de laquelle on ne peut s'extraire. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'horizon du trou noir, pense-t-on, n'est pas une surface matérielle. Vous ne vous cognez pas sur un trou noir. Et ça, on le voit très bien avec l'analogie de la rivière et de la chute d'eau. Quand vous êtes loin de la chute d'eau, l'eau se déplace lentement, et les poissons peuvent nager à droite ou à gauche. Les poissons qui nagent vers la gauche vont vers la gauche,
Les poissons qui nagent vers la droite vont vers la droite. L'ennui, c'est que quand vous êtes très près de la chute d'eau, l'eau va très vite. Et l'eau va plus vite que la vitesse de déplacement des poissons. Par conséquent, même les poissons qui vont à droite vont en réalité à gauche. Vous avez compris, le poisson nage vers la droite à 1 mètre par seconde, mais l'eau se déplace vers la gauche à 2 mètres par seconde. Et donc le poisson ne peut plus remonter le courant. Et vous voyez que là, il y a un moment très particulier, ou un lieu particulier, au-delà duquel le poisson ne peut plus revenir en arrière. C'est exactement l'équivalent de l'horizon d'un trou noir. Sauf que pour un trou noir, les poissons sont des photons. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que le pauvre poisson qui est là, il est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. Il n'a rien ressenti de particulier quand il a passé ce point de non-retour. Finalement, c'est ça l'horizon d'un trou noir. Alors, avant d'en venir à la gravité quantique, je voudrais rappeler, mais je sais que vous avez eu de nombreux brillants exposés sur la question, que même sans gravité quantique, un trou noir, c'est quand même très étrange. Hein. Il se passe des choses bizarres. Je crois que c'est le seul transparent un peu technique, mais mes excuses. Alors d'abord, Sébastien Renaud-Pétel vous a expliqué ça en détail, de façon très claire. Quand on regarde l'horizon d'un trou noir, on a l'impression qu'il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous savez que l'espace, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de mesurer des distances. Et ce que j'ai écrit là, c'est le théorème de Pythagore. Vous vous rappelez, hein, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Simplement, je l'ai écrit dans un espace à 4 dimensions, avec des petits sigmoins pour avoir la bonne signature. Ça, c'est le théorème de Pythagore dans l'espace euclidien, ou presque euclidien, usuel, plat. Et si vous mettez un trou noir, le théorème de Pythagore devient ça. Ça ressemble, sauf qu'il y a un facteur ici un peu plus compliqué. M, c'est la masse du trou noir, et R, c'est la distance à laquelle vous vous trouvez du trou noir. Alors, premier truc bizarre, quand R égale 2gm, c'est-à-dire quand vous êtes à la surface du trou noir, ce truc-là devient infini, la physique n'aime pas les infinis, donc c'est problématique. Comme vous l'a montré Sébastien, il suffit de faire un petit changement de coordonnées. Vous regardez, hop, un observateur qui est en train de tomber sur le trou noir, l'infini disparaît, c'était un artefact, ouf, tout va bien. Mais il y a plus étrange encore. D'abord, un trou noir, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Si là, vous avez un trou noir, vous vous approchez du trou noir. Vous ne rentrez pas dedans, parce que vous avez compris que si vous rentrez dedans, vous êtes perdu. Vous êtes perdu pour le monde extérieur, en tout cas. Donc vous ne rentrez pas dedans. Il faut quand même une sacrée fusée, parce que si vous voulez rester stationnaire près d'un trou noir, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie. Et puis vous retournez après chez vous. Il s'est passé 1 minute pour vous, il s'est passé 10 000 ans dans le reste de l'univers. Vous avez littéralement une machine à voyager dans le futur. Parce que le champ gravitationnel du trou noir proche de l'horizon va induire un gigantesque effet de dilatation du temps. Ensuite, c'est intéressant de regarder la vitesse d'un corps qui tombe sur un trou noir. Si vous vous mettez à la surface du trou noir, à l'extérieur, mais tout près de la surface, et que vous regardez une pierre qui tombe dans le trou noir, vous voyez la courbe jaune, et vous voyez que la vitesse, ici 1, ça veut dire vitesse de la lumière. Vous voyez que la vitesse de la pierre est égale à la vitesse de la lumière au moment où elle rentre dans le trou noir. Autrement dit, elle va aussi vite qu'elle peut. Et maintenant, vous regardez la même chose vue de loin. Vous êtes dans le vaisseau spatial et vous regardez la pierre qui tombe. Et vous trouvez que la vitesse est nulle, que la pierre s'arrête au bord du trou noir. Alors, quelle est la bonne réponse ? Vous l'avez compris, les deux réponses sont correctes, dans une acception relativiste. Deux observateurs différents peuvent voir des vitesses tellement différentes que l'un mesure une vitesse nulle et l'autre mesure la vitesse de la lumière. Après, il y a un phénomène encore plus étrange, alors qui est moins certain, parce que l'intérieur des trous noirs, ça devient un peu plus spéculatif, mais enfin qui est quand même assez raisonnable, c'est le phénomène d'inversion du temps en espace. Regardez ici le théorème de Pythagore. La seule différence entre le temps t et l'espace x, c'est le signe de ce qu'il y a devant. Il y a un plus devant le temps, puis il y a un moins devant l'espace. C'est ça qui distingue t de x, temps, espace. Et puis ça, c'est le théorème de Pythagore quand il y a un trou noir. Et ce que vous voyez, c'est que quand vous êtes à l'intérieur du trou noir, c'est-à-dire quand R est plus petit que ça, parce que ça, c'est la taille du trou noir, le terme qui est là devient négatif, le terme qui est là devient positif. Ce qui veut littéralement dire que la coordonnée t devient de type espace et que la coordonnée x, R, devient de type temps. Autrement dit, dans le trou noir, le tapis roulant d'espace ne peut pas être remonté de la même manière que le temps ne peut pas être ici remonté. Et enfin, dernière petite étrangeté, le cœur du trou noir, ce qu'on appelle la singularité. Alors ça, c'est un diagramme d'espace-temps. En abscisse, là, en X, c'est l'espace, et puis en ordonnée, en Y, c'est le temps. Ça, c'est chez nous, c'est notre univers.
Ça, c'est le trou noir. Et puis la courbe bleue, c'est la trajectoire suivie par un astronaute imprudent qui traverse l'horizon du trou noir et qui rentre à l'intérieur du trou noir. Alors, il y a plein de choses à comprendre sur ces diagrammes que je ne vous détaille pas, mais la seule chose que je voudrais vous montrer et qui est assez marrante, c'est ça. La singularité centrale du trou noir, elle est là. C'est la petite ligne hachurée ici. Question, elle est où? Réponse, mauvaise question. Pourquoi? Mais regardez, elle est horizontale, mais l'axe vertical, c'est le temps. En fait, la singularité d'un trou noir de Schwarzschild, elle n'est pas quelque part, ce n'est pas un lieu, c'est un temps. Littéralement, c'est la fin du temps. Vous voyez que la courbe ici ne peut pas être prolongée dans le futur. Vous ne pouvez pas prolonger la trajectoire de la particule dans le futur. Ce n'est pas un lieu spatial qui est interdit, c'est un lieu temporel qui est interdit. C'est étrange, la fin du temps. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais c'est quand même ce que nous donnent ici les mathématiques. Alors les trous noirs réels, ce n'est pas des trous noirs comme ça, c'est des trous noirs qui tournent. Mais alors ce qui est marrant, c'est que les trous noirs qui tournent, c'est encore pire, c'est encore plus compliqué. Cette fois-ci, les singularités, elles deviennent verticales. Alors c'est facile, là, ça redevient des endroits bien déterminés, il n'y a plus de fin du temps, ce n'est plus eschatologique, tout va bien. Le seul ennui, c'est que le prix à payer pour ça, c'est que maintenant, on a plein d'autres univers qui sont apparus. Alors tous ces autres univers qui sont apparus sont très probablement des artefacts mathématiques. On a toutes les raisons de croire qu'ils ne sont pas réels. Toujours est-il que c'est quand même un peu intriguant parce que cette extension géométrique du trou noir laisse quand même apparaître une structure qu'il serait probablement dommage d'écarter d'un revers de la main. Bon, première question, existe-t-il ces trous noirs? Classique pour le moment. Vous avez tous vu, bien sûr, la fameuse photographie. Alors, la fameuse photographie, je ne veux surtout pas la dénigrer, elle est magnifique. Techniquement, moi, je trouve que c'est incroyable. Est-ce que ça prouve l'existence des trous noirs? Vous mettez une boule de pétanque devant le télescope, ça va faire à peu près ça. Alors, en l'occurrence, c'est un radio-interféromètre qui fait la taille de la Terre. Donc, en l'occurrence, la boule de pétanque ne fera pas ça. Mais honnêtement, un rond noir, il y a beaucoup de façons différentes de faire un rond noir. Hein. Tout à l'heure, Sylvain nous montrait le transit de Vénus, ça fait un rond noir. Et c'est Vénus. Bon. Alors, bien sûr, on a ici de très bonnes raisons de croire que c'est un trou noir. Je caricature. Mais je veux simplement attirer votre attention sur le fait que la preuve, ce n'est pas la vision. Il ne faut surtout pas croire que d'un seul coup, les trous noirs deviennent certains parce qu'on les a vus. D'abord, la vision, elle n'est absolument pas un accès direct aux choses. Rien n'est immédiat en science, tout est média et médié, et la vision est rarement le meilleur accès au réel. On avait déjà observé des jets comme ça de particules relativistes qui ne pouvaient s'expliquer que par des trous noirs. On avait observé les mouvements des étoiles autour du centre de notre galaxie qui permettaient de montrer que ici, là où il y a cette croix, se trouve une masse qui est énorme, très sombre et très petite. C'est exactement la définition d'un trou noir. Vous pourriez me dire, oui, mais ça c'est un argument par défaut. Non, c'est toujours comme ça en science. C'est quoi une découverte? C'est une observation qui est corroborée par une bonne théorie et qui n'a pas d'explication alternative. C'est une découverte. Et ça, c'est encore mieux. Ce sont ces ondes gravitationnelles qui, quant à elles, gardent vraiment une empreinte des trous noirs qui les ont créés lors de leur coalescence, quand ils se sont rencontrés, parce que la manière dont ils font vibrer l'espace ne pourrait pas être induite par des étoiles ou des planètes, par exemple. Donc oui, on a toutes les raisons de croire que les trous noirs existent, mais ce n'est pas prioritairement grâce à cette photo, aussi virtuose soit-elle. Alors qu'est-ce qui se passe quand on applique enfin notre théorie de gravitation quantique à boucle au trou noir? Eh bien, comme je suppose vous l'aviez déjà intuitivement compris, nous allons là aussi avoir un rebond. Un rebond de quoi? Un rebond de trou noir en trou blanc. Un trou blanc, c'est essentiellement le symétrique temporel d'un trou noir. Dans un trou noir, vous pouvez rentrer, vous ne pouvez pas sortir. D'un trou blanc, vous pouvez sortir, mais vous ne pouvez pas y pénétrer. Alors, votre objection immédiate devrait être « ça ne marche pas ». Parce que des trous noirs, on en voit, et des trous blancs, on n'en voit pas. Donc, le modèle est falsifié. Il est exclu. Sauf que la bonne question est combien de temps prend ce rebond? Réponse. Du point de vue du trou noir, presque instantané, fraction de seconde. Mais
le temps est très dilaté à cause du champ gravitationnel. Et pour l'observateur extérieur, pour nous, pour l'astronome, ce rebond qui prend 1 seconde va prendre typiquement 1 million de fois l'âge de l'univers. Et dans ce modèle, vous ne voyez pas ces rebonds de trous noirs en trous blancs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu lieu, observés depuis l'univers extérieur. Sauf si on s'intéresse à des trous noirs très légers, parce que les trous noirs légers vont rebondir plus vite. Le temps de vie varie comme le carré de la masse. Et ces petits trous noirs légers, on ignore s'il y en a dans l'univers. Il est possible qu'ils se soient formés juste après le Big Bang ou le Big Bounce, peu importe. Et si tel était le cas, alors nous pourrions éventuellement les voir aujourd'hui rebondir. Et ce serait vraiment, en un sens quasiment littéral, des espèces de Stargate, quoi, des bouches ouvertes sur l'univers jeune, parce que la matière qui serait rentrée dans l'univers juste au moment du Big Bang, juste après, si vous voulez, ressortirait aujourd'hui. Il se serait passé pour cette matière une fraction de seconde, pour nous 13 milliards d'années, et donc nous aurions véritablement un accès à l'univers tel qu'il était dans ses premiers instants. Bon, je passe sur la petite remarque technique pour les spécialistes, où je voulais simplement dire qu'on peut distinguer ce modèle d'autres scénarios comparables. Voilà, donc à ce stade, vous avez compris que la gravitation quantique à boucle fait des prédictions qui sont élégantes, qui sont différentes de la théorie classique, qui sont cohérentes, mais qui n'ont pas été testées et pour lesquelles je suis incapable de décerner une probabilité d'existence. Pour terminer, je vais être beaucoup plus rapide, ne vous inquiétez pas, on est tous fatigués, donc de façon très rapide, en conclusion, si vous voulez, en longue conclusion, il n'y a évidemment pas que la gravité quantique à boucle. L'autre grande théorie, qui est même beaucoup plus développée, beaucoup plus étudiée et beaucoup plus fameuse que la gravité quantique à boucle, c'est la théorie des cordes. Et ici, les constituants élémentaires de la matière n'étaient pas des objets ponctuels, mais plutôt des petites structures filiformes, des élastiques quantiques en vibration. La théorie des cordes, c'est une théorie d'unification, parce que toutes les particules ou les forces élémentaires connues se réinterprètent comme différents modes de vibration des cordes élémentaires, à l'instar d'une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Bon, la genèse de la théorie des cordes, ce n'est pas un désir d'unification, c'est vraiment que ça résout des problèmes très techniques de divergence en théorie quantique des champs. Et en plus, c'est un outil qui dépasse son cadre d'origine. On a des très belles applications, par exemple, de la théorie des cordes en physique du solide, que les cordes existent ou n'existent pas, peu importe, il y a quand même une manière d'exporter ces idées. Alors l'ennui, c'est que cette magnifique construction vient quand même à un prix assez élevé. Bon, d'abord, elle prédit que l'espace a 9 dimensions. Or, l'espace a 3 dimensions. Donc la théorie semble être fausse. Ensuite, elle prédit que le monde est supersymétrique. C'est-à-dire que pour chaque force, vous avez une particule associée. Pour chaque particule, vous avez une force associée. Ce qui n'est pas le cas. Donc la théorie a l'air fausse. Elle prédit que la constante cosmologique qui préside l'actuel destin de l'univers est négative. Or, elle est positive. Donc la théorie a l'air fausse. Elle prédit qu'on devrait observer des statistiques un peu particulières dans le rayonnement cosmologique fossile que nous n'observons pas. Donc la théorie a l'air fausse. Mais bien évidemment, c'est plus compliqué que cela, parce que les théoriciens des cordes sont pour l'essentiel des gens extrêmement brillants qui ont trouvé des échappatoires. Peut-être que ces dimensions que nous ne voyons pas sont réelles, mais sont tellement petites, recourbées sur elles-mêmes, qu'elles échappent à l'observation. Peut-être que la nouvelle symétrie du monde que nous n'observons pas est en fait réelle seulement à très haute énergie, parce que les cordes vivent dans un monde de très haute énergie, et qu'elle s'est brisée entre-temps, expliquant pourquoi nous ne la voyons pas. Peut-être qu'en réalité, si l'on inclut non pas seulement des cordes, mais des structures plus compliquées, ce qu'on appelle des membranes, on peut avoir une constante cosmologique positive. Et ainsi de suite, peut-être qu'un champ particulier domine, permettant d'être compatible avec le rayonnement cosmologique fossile. Vous voyez, c'est une situation très intéressante du point de vue de l'histoire des sciences. C'est une théorie qui est extraordinairement brillante, mais qui a beaucoup de mal à finalement être en accord avec le monde réel. Donc, quel niveau de confiance lui accorder? C'est une question qui, bien sûr, fait débat chez les spécialistes. Je voudrais juste dire une chose sur la théorie des cordes, c'est que je trouve élégant que depuis quelques années, de nouvelles idées soient apparues permettant de la mettre à l'épreuve. On lui reproche souvent, à cette théorie des cordes, d'être difficile à falsifier.
Et je trouve remarquable que de nouvelles pistes permettent éventuellement de la tester grâce à la cosmologie. Alors l'idée en un mot, elle est très simple, c'est qu'en réalité, cette théorie des cordes, elle donne naissance à un gigantesque nombre de théories physiques possibles. On appelle ça un paysage de théories. Alors attention, hein, les axes ici du paysage, ce n'est pas X et Y de l'espace de la scène. C'est un espace abstrait. Dans cet espace abstrait, vous avez 10 puissance 500 théories qui peuvent être générées par la théorie des cordes. Et en fait, récemment, on s'est rendu compte que vraisemblablement, quand on regarde à haute énergie, essentiellement quand on couple ces théories à la gravité, eh bien, une grande partie de ce paysage relève en fait de ce qui fut nommé le marécage. Le marécage, ça veut simplement dire que ce sont des théories qui ont l'air correctes, mais qui, quand on les regarde bien, ne le sont pas. Là où ça devient génial, c'est que si notre univers, et c'est ce que confirmeront ou infirmeront les télescopes comme Euclide ou Vera Rubin, si notre univers est vraiment en expansion exponentielle à la manière d'une constante cosmologique, alors il est possible que le monde réel tombe dans le marécage. Oui, mais le monde réel ne peut pas être faux. C'est le monde réel. Et donc, ça signifierait que la théorie qui prédit qu'il est dans le marécage est elle-même fausse. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, parce que ce type de prédiction est très difficile à faire en théorie des cordes. Il n'est pas du tout évident de savoir quelle zone fait partie du marécage, quelle zone fait partie du paysage. Donc, on est très loin, très très loin d'une mesure claire qui dira demain la théorie des cordes est fausse. Mais je trouve que c'est plutôt un bon point pour la théorie des cordes que de commencer à être capable de faire des prédictions qui ont cette élégance de ce qu'en fait la structure la plus intime du réel, à une échelle qui est 1000 milliards de fois plus petite que ce qui a été vu dans les accélérateurs de particules, se dévoile au sein du macrocosme en observant la dynamique cosmologique. C'est l'avant-dernier, donc j'ai vraiment presque fini. Bon, un petit mot quand même du multivers. Cette théorie des cordes, quand on la conjoint à l'inflation, elle donne quelque chose d'assez postmoderne, diraient certains avec dédain. Qu'en est-il? L'inflation, cette augmentation considérable des tailles juste après le Big Bounce ou le Big Bang, semble créer, quand on la regarde bien, hein, ce n'est pas une invention délirante, non pas un univers bulle, mais un chapelet d'univers bulles. Parce que l'inflation est un processus qui est génériquement autoréplicatif. Si elle est correcte, ce qui est loin d'être avéré, la théorie des cordes va remplir ou structurer chacun de ces univers bulles avec des lois physiques différentes. C'est ce qu'on pourrait appeler un multivers. Est-ce bien sérieux? Premièrement, ce n'est pas nouveau, hein. L'histoire du concept de multivers traverse toute la pensée occidentale. On la trouve chez les Grecs avec Anaximandre, on la trouve à la Renaissance et même un peu avant, au Moyen-Âge, avec Nicolas de Cuse, puis Giordano Bruno, François Rabelais, on la trouve à l'âge classique avec Leibniz, on la trouve au XVIIIe siècle avec Fontenelle, on la trouve en philosophie contemporaine avec Goodman et Lewis. Bon. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle fait en quelque sorte effraction dans le champ des sciences dures. Ensuite, il se trouve qu'elle a quand même un pouvoir explicatif. Vous allez vous dire, oui, mais moi je suis là, je m'en fiche qu'il y ait un autre truc qui existe ici. Attention, il semble que les lois de la physique soient très bien adaptées à notre existence. Alors, il faut raffiner un peu cette phrase qui est un peu tautologique, parce que comme la vie est un processus adaptatif, c'est forcément vrai ça. Mais ce que ça veut dire en fait, c'est que si on change un petit peu les lois de la physique, il semblerait, au conditionnel, hein, parce que c'est difficile à calculer, que l'univers serait morne. Sans humains, ça c'est sûr, et c'est pas grave, mais aussi sans complexité, sans étoiles, sans planètes, sans gaz, sans chimie, sans molécules, sans rien d'intéressant. Alors là, on a plusieurs possibilités. La première, c'est de se dire, waouh, on a quand même eu un sacré coup de chance. Il y avait une infinité de lois physiques possibles, et la nature a choisi pile la possibilité qui permet d'avoir un monde riche. C'est possible, mais c'est peu probable. Et finalement, l'autre possibilité, c'est de se dire, oui, mais en fait, les dés ont été jetés un grand nombre de fois. Pourquoi est-ce qu'on est tombé sur le gros lot? Tout simplement parce que vous avez une infinité ou un très grand nombre d'autres univers avec des lois différentes. Et si vous avez un gigantesque nombre de lois, il est tout à fait normal, ce n'est plus du tout magique, que de temps en temps, vous tombiez sur des lois permettant des structures complexes. Et comme nous,
sommes des structures complexes, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes là où les structures complexes peuvent exister. À la manière de poissons, si vous voulez, qui se demanderaient « mais comment se fait-il que l'univers ne soit rempli que d'eau ?» Non, c'est juste que si vous êtes un poisson, vous êtes forcément dans l'eau. Donc vous ne pouvez voir qu'un univers d'eau. Alors, le fameux principe anthropique a donné lieu à beaucoup de confusion. Qu'est-ce que le principe anthropique ne dit pas? Il ne dit pas que l'univers est tel qu'il est parce qu'il fallait que l'homme existe. Rien n'est plus diamétralement opposé au principe anthropique, au moins dans la forme qui est scientifiquement utilisée. Le principe anthropique, c'est simplement un rappel à la modestie, qui nous dit, attention, il y a un effet de sélection. Là, on va sortir, on va se dire, c'est formidable quand même, il y a des plantes, et nous avons besoin de plantes pour vivre. Ça tombe bien. Non, c'est normal. On ne pourrait pas sortir et être sur une étoile à neutrons. On serait instantanément mort. Donc de toute façon, si on vit, c'est qu'il y a des plantes à proximité. C'est juste normal. C'est un effet de sélection. Et de la même manière que notre environnement est favorable à la complexité, sans quoi on ne serait pas là, il se pourrait que notre univers ne soit pas représentatif de l'ensemble de l'architecture du multivers. Argument massu, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas falsifiable. On est ici, on ne pourra jamais aller voir ce qui se passe là, donc c'est de la métaphysique. D'abord, la métaphysique, c'est pas si mal. Mais ensuite, c'est pas vrai ça. Parce qu'en fait, quand on teste, quand on falsifie une théorie, en fait, ce qu'on falsifie, c'est pas la prédiction, c'est la théorie. Or, quand une théorie prédit un multivers, elle prédit aussi ce qui se passe ici. Et si vous veniez à effondrer les prédictions ici et maintenant, vous effondreriez toute la théorie, y compris ces prédictions de multivers. Pour le dire autrement, en fait, vous avez un échantillon. Un échantillon, c'est pas beaucoup, s'il existe un grand nombre d'univers, mais c'est pas rien. Vous pouvez déjà tester une théorie physique avec un échantillon. C'est moins bien que si vous aviez 1000 échantillons, mais c'est pas rien. Et puis, dernière remarque, vous savez quand même que notre vision du monde a été géocentrée, puis héliocentrée, puis galactocentrée, puis cosmocentrée, finalement qu'elle devienne littéralement acentrique, c'est pas un argument très fort, hein, mais irait dans le sens de l'histoire des idées. Donc là encore, soyons bien clairs, je ne prétends pas que ceci est vrai. Je pense même que c'est très probablement faux. Mais ça mérite à tout le moins, je dirais, une analyse ou un œil critique bienveillant. Voilà, je propose donc de conclure en nous appelant à un peu d'humilité. Ça n'engage que moi, ce que je dis là, hein, ce n'est pas du tout l'avis de l'ensemble de la communauté, mais en ce qui me concerne, je ne rêve plus, en fait, moi, sur les satellites, sur les grosses machines, sur les superaccélérateurs de particules de 100 km de diamètre, sur les fermes de supercalculateurs qui permettent des millions d'heures de CPU. Je trouve que toute cette science est complètement d'un autre temps, qu'elle est en déphasage total avec la catastrophe civilisationnelle que nous traversons, et en plus qu'elle n'est pas très intéressante. Et je pense que nous pourrions essayer d'habiter un peu poétiquement la science, de sortir du productivisme du savoir, et puis de plaider pour ce qu'on pourrait appeler de façon un peu métaphorique sans doute, mais une science touareg, une science nomade, une science bohémienne. Et pour paraphraser Rabelais, je dirais qu'aujourd'hui, je crois, science sans déviance n'est que ruine de l'âme. Merci.